j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui fait suite à l'achat de notre maison. Étant donné que nous avons eu beaucoup de démarches à faire et également des démarches à faire chez un notaire, je vous ai posé la question sur les réseaux, à savoir si vous aviez des interrogations par rapport à la protection des biens et des personnes, par exemple dans le cadre d'un achat. Et vous avez été super nombreux à me transmettre vos questions. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'y répondre en compagnie de Maître Prohaska, notaire à Villeurbanne. Maître, enchanté. Bonjour Laureline, très heureux d'être avec vous et notamment d'avoir l'occasion de m'exprimer sur ce thème de la protection qui me touche particulièrement puisque c'est le thème du congrès des notaires qui aura lieu au mois d'octobre, du 8 au 10 octobre prochain à Paris. D'accord, en plus, ça tombe très bien. Du coup, ce que je vous propose, c'est de commencer par la première question. Vous êtes prêts ? C'est parti. Quelles sont les démarches à faire pour protéger nos enfants s'il nous arrive quelque chose? Alors très rapidement, cette question-là peut en fait regrouper deux questions. Soit je veux protéger mes enfants, qu'ils soient mineurs ou majeurs, c'est-à-dire je veux organiser les choses. Eh bien, la première question à laquelle il faut répondre, c'est que se passe-t-il si je ne fais rien? Est-ce que ce sont bien mes enfants qui héritent? De quoi ils héritent? Est-ce qu'ils vont payer de l'impôt? Et une fois que j'ai répondu à ces questions-là, eh bien, je vais voir s'il faut modifier les choses pour leur diminuer l'impôt de succession, pour répartir le patrimoine d'une façon ou d'une autre. Et il y a une autre question quand vous posez ce sujet de protéger mes enfants. Je peux entendre aussi protéger mes enfants qui sont mineurs, ils sont encore petits, et si je décède pendant leur minorité, eh bien, il va falloir que je prévoie quelque chose. En deux mots, les parents s'occupent de leurs enfants mineurs. Lorsque le premier est décédé, c'est le survivant qui s'en occupe. Mais si les deux parents sont décédés, on peut éviter de laisser au juge la désignation d'un tuteur et désigner soi-même dans un testament qui on choisit pour qu'il s'occupe de nos enfants tant qu'ils sont mineurs. C'est ce qu'on appelle la désignation d'un tuteur testamentaire et il faut le faire dans un testament chez le notaire. Donc très important, pensez au testament si on a ce genre d'interrogation pour pouvoir protéger ses enfants mineurs. C'est ça, exactement. Il y a d'autres mesures après pour organiser le patrimoine, pour éviter par exemple que des enfants se retrouvent au jour de leur majorité à la tête d'un patrimoine qu'ils pourraient être tentés de dilapider par manque de maturité peut-être ou de connaissance des choses. Donc là aussi, il y a d'autres organisations. Il faut en parler avec le notaire. Ça peut être un montage d'une société dans laquelle on va permettre le transfert de la propriété du bien, mais donner le pouvoir à quelqu'un d'autre. On peut prévoir des démembrements de propriété, c'est-à-dire qu'on va laisser la nue propriété des choses à nos enfants, mais on va laisser l'usufruit pendant une période à d'autres personnes en se disant, ben voilà, s'ils sont trop jeunes pour gérer ce patrimoine en cas de décès, alors que mes enfants ont 16 ans, 17 ans, 18 ans, eh bien à ce moment-là, on peut organiser plein de choses en parlant avec son notaire. Donc, ce qui est rassurant, c'est qu'il existe plein de solutions pour pouvoir parer à cette éventualité. Et oui, parce que en réalité, chaque situation est différente. Combien j'ai d'enfants? Est-ce qu'ils s'entendent bien? Est-ce qu'il y a des demi-frères, des demi-sœurs? Est-ce que j'ai des enfants qui sont encore petits? Quel est mon patrimoine? Quel type de biens j'ai dans mon patrimoine? Ça peut être des biens simples comme des biens immobiliers, mais ça peut être des entreprises. Donc il y a plein de mesures à prendre en fonction de la situation familiale, mais aussi en fonction du patrimoine. D'accord, entendu. Ça va rejoindre une question que j'ai vue pour un petit peu plus tard, justement. Comment se passe la transmission d'un bien dans une famille non mariée ni pacsée? Il faut savoir que les règles du Code civil prévoient, bien évidemment, qui sont les héritiers. Il y a des ordres et des degrés. On va dire d'abord, ce sont les enfants quand il n'y a pas d'enfants. Après, ce sont les pères et mères et les frères et sœurs. Après, ce sont les neveux et nièces. Donc, la première question, c'est est-ce que j'ai des enfants? Si j'ai des enfants, ils seront les héritiers. Si je n'ai pas d'enfants, ce seront les frères et sœurs, les pères et mères, le cas échéant, les neveux et nièces. Et parallèlement, vient se greffer sur les droits des enfants, uniquement des enfants, le conjoint quand on est marié. Ce qui veut dire que lorsqu'on n'est pas marié, donc lorsqu'on vit en union libre,
ou lorsqu'on vit en étant pacsé, on n'est pas héritier l'un de l'autre. Donc, pour répondre à votre question, attention, je vis avec mon ami depuis même 10 ans, 20 ans, 30 ans, peu importe. Si nous ne sommes pas mariés, il ou elle n'aura aucun droit dans ma succession. Il est donc essentiel de penser au testament, mais attention, attention aussi au testament au profit de quelqu'un qui peut être fiscalement traité lourdement. Faire un testament au profit de quelqu'un avec qui on a conclu un pax est fiscalement intéressant parce qu'il ne paye pas d'impôts, comme le conjoint. Mais il faut faire le testament. Faire un testament au profit de qui, d'une personne avec qui je vis en union libre, bien sûr, il faut faire un testament pour que cette personne hérite, mais en plus, son impôt de succession sera très élevé, près de 60%. Donc, peut-être qu'il faut songer éventuellement à se marier ou se paxer. On va dire que fiscalement, ça a une incidence. D'accord. Ok, super. Est-ce que les démarches avec un notaire vont vite ou est-ce que cela prend du temps? Il faut savoir qu'aujourd'hui, tous les notaires sont munis d'outils informatiques, tout ce qui est digital est très, très, très présent chez les notaires. On signe avec une signature électronique, nos demandes sont faites en dématérialisé, la plupart des études sont presque en zéro papier. Mais quand on va chez un notaire, le temps que va prendre le dossier va dépendre de ce dossier. Est-ce que je suis dans une vente, dans une donation? Est-ce que je suis dans un partage? Est-ce que je suis dans un montage d'une société? Est-ce que je suis dans une transmission d'entreprise? Pourquoi je vous dis ça? Parce que premièrement, suivant le dossier, il y a des pièces administratives qu'il va falloir demander. Il y a parfois des notifications que l'on doit adresser à des collectivités qui peuvent être prioritaires. Une mairie, une métropole peut être prioritaire, par exemple, pour l'achat d'un appartement, prioritaire sur vous, l'acheteur, et la loi leur donne des délais pour répondre. Et on est obligé d'attendre l'expiration de ces délais. Par exemple, en matière de droit de préemption, la mairie dispose d'un délai de 2 mois pour dire si elle décide d'acheter ou pas. Donc on ne pourra pas aller plus vite que la musique. Il y a aussi bien souvent le délai de l'autorisation bancaire, avec un délai d'obtention de l'offre de prêt, puis un délai pendant lequel, une fois qu'on a reçu l'offre de prêt, on doit attendre, puisque la loi ne veut pas qu'on se jette dans les crédits du jour au lendemain. Donc tous ces délais, comme la faculté de rétractation aussi, tous ces délais sont imposés par la loi et on doit les respecter. Mais je dirais que si ça ne dépendait que de petites pièces administratives dont nous avons besoin pour un acte assez simple, on arrive à être très rapidement prêt. Et pour nous, c'est absolument pas intéressant de laisser traîner une signature dès lors que nous avons toutes les pièces, que nous avons tous les documents. Donc, si vous voyez que ça traîne, il faut consulter votre notaire parce que bien souvent, c'est parce qu'on attend encore un document hypothécaire, une réponse d'une administration sur un droit de préemption, parce qu'on est obligé d'attendre un délai de réflexion qui va être de 10 jours, un délai de loi Scrivener qui va être de 11 jours. Vous voyez, il y a plein de règles qui, en plus de ça, sont des règles obligatoires. On appelle ça des règles d'ordre public. Malheureusement, il y a certaines de ces règles auxquelles on ne peut pas renoncer. On ne peut pas dire non, je n'ai pas besoin de ces 10 jours de réflexion, je sais que je veux acheter. C'est pour ça qu'on dit généralement, quand on veut acheter un bien, qu'il faut compter au moins 3 mois. C'est ça, entre 2 et 3 mois, mais c'est à peu près les délais habituels, effectivement. Et après, effectivement, j'ai vécu le souci des pièces administratives qui mettent du temps à venir. Et ça, le notaire a beau envoyer des messages et demander où ça en est, quand ça n'avance pas ailleurs, ça ne peut pas avancer chez le notaire, tout simplement. C'est exactement ça. Et au-delà de l'obtention de ces pièces, il y a le fait que la loi, comme je vous le disais tout à l'heure, impose des délais incompressibles, ou alors donne un délai à l'administration pour répondre, et dès lors qu'elle n'a pas pu répondre avant, on est quand même obligé d'attendre l'expiration du délai. Nos enfants sont-ils redevables de nos dettes s'il nous arrive quelque chose? Le principe, si vous voulez, quand on est face à une succession, on peut l'accepter, c'est ce qui se passe en général, on peut renoncer à cette succession. En général, on le fait quand on se rend compte qu'il y a plus de dettes que d'actifs, ou alors faire ce que l'on appelle une acceptation à concurrence de l'actif net. Le principe de base
et ce qui se passe dans la quasi-totalité des cas, c'est l'acceptation pure et simple. C'est-à-dire que je prends l'actif et le passif. Donc je réponds à votre question, oui, mes enfants auront à payer mes dettes si elles ne sont pas couvertes par une assurance. Je pense au prêt que nous avons évoqué tout à l'heure. Et donc en réalité, il va falloir qu'ils regardent quelle est la valeur du patrimoine transmis et ce que représentent les dettes. Et s'il y en a plus de dettes, eh bien peut-être qu'il faudra renoncer à la succession. Et dans les cas où on ne sait pas, il y a une incertitude, eh bien on a cette procédure qui est assez longue, qui est un peu complexe, d'acceptation à concurrence de l'actif net. Et là, le notaire peut vous guider dans le choix de la procédure compte tenu des circonstances. Mais oui, je prends l'actif, je prends le passif. Donc cette question doit être réglée par les parents. Si jamais je décède, est-ce que mes enfants vont devoir payer cette dette? Attention quand je fais un prêt sans être assuré. Attention quand je me porte caution. Je peux transmettre aussi cette obligation. Très important. Ah oui, pour la caution, vous voyez, je ne oui. pas posé la question, mais effectivement, ce sont des choses qui peuvent arriver. Pareil. Bon, les assurances, très importantes aussi, hein, forcément, quand on veut penser. Essentiel. Essentiel. Merci beaucoup, Maître, pour toutes ces réponses. C'était un grand plaisir et je suis toujours à disposition. Merci, c'est très gentil. J'espère que pour toutes les personnes qui les ont posées ou même celles qui se posaient la question mais qui ne me l'avaient pas forcément transmise sur Insta, vous aurez eu des réponses qui vous ont déjà aidé un petit peu. Ce que je vous invite à faire, si vous avez d'autres questions, bien entendu, c'est à vous rapprocher d'un notaire. D'ailleurs, je vous mets le lien en barre d'infos si vous souhaitez plus d'informations par rapport à ça. Et ben, sur ce, moi, je vous laisse. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Ciao!